Madame Pujol, le numéro 1. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre. Il s'agit ici de réhabiliter les militaires fusillés par l'exemple durant la Première Guerre mondiale. Qu'il s'agisse d'actes individuels ou de phénomènes de désobéissance collective tels les mutineries à Artois en 1915 ou à Verdun en 1916, ces soldats, dits entre guillemets mutins, par leur acte, refusèrent de servir de chair à canon et manifestèrent leurs exaspérations face à des offensives tout aussi meurtrières qu'arbitraires. Intégrer pleinement ces mutins dans notre mémoire collective a été un pas salutaire, mais ne suffit désormais plus. Il convient de préciser expressément que la nation les rétablisse dans leur honneur et pas tant de façon générale, collective, civique et morale. Donc, cet amendement, avant tout rédactionnel, vise à clarifier de manière la plus absolue la réhabilitation des fusillés pour l'exemple pendant la Grande Guerre et la légitimité totale de l'inscription de leurs noms et prénoms sur les monuments aux morts. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci de cet amendement qui va me permettre de réexpliquer devant notre Assemblée déjà qui sont ces fusillés pour l'exemple. Bien souvent, dans un mélange historique, l'on pense mutin de 1917 lorsque l'on parle des fusillés pour l'exemple. Il n'en est rien. L'essentiel des fusillés pour l'exemple l'ont été lors des premières offensives, ces offensives très meurtrières de 1914-1915. Ces mutins ont été les victimes d'un déni de justice, car ils ont été jugés par une justice militaire mise en place par le pouvoir politique, une justice militaire d'exception, basée sur un code militaire datant du Second Empire et qui ne prévoyait pas de confrontation, qui ne permettait pas de contradictoire, qui ne permettait pas d'appel, qui ne permettait pas non plus d'avoir un avocat professionnel pour les défendre. Il s'agissait d'une justice expéditive et rien qu'à ce titre, il mériterait aujourd'hui d'être réhabilité. C'est une évidence que leurs contemporains avaient saisi dès 1916. Dès 1916, notre Assemblée a voté à l'unanimité de ses membres, à l'initiative de députés conservateurs, de députés socialistes, la fin de cette justice expéditive, de cette justice d'exception, avec la réinstauration d'un droit de grâce dont le président Poincaré a usé dès qu'il en a eu l'autorisation, et 95% des condamnés à mort ont été graciés dès 1916. C'est un combat transpartisan qui a été poursuivi dans l'après-guerre avec, d'un côté, les associations d'anciens combattants et de l'autre, les députés qui ont voté deux lois en 1922 pour permettre à la Cour de cassation de rouvrir des cas individuels, puis en 1933 la création d'une Cour de justice militaire exceptionnelle composée d'anciens combattants, car à l'époque on considérait que seuls ceux qui avaient vécu le feu des tranchées pouvaient savoir ce qu'il en était et pouvaient juger de ces cas. Alors, nombre de personnes ont été réhabilitées par ces cours exceptionnels. Malheureusement, tous ne l'ont pas pu parce qu'il fallait des témoignages, il fallait des éléments nouveaux et dans bien des cas, cela n'était pas possible. Ce qui a été prouvé par contre dès 1925, c'est que tous les condamnés pour mutilation volontaire auraient dû être réhabilités parce qu'un médecin légiste a démontré, un médecin médico-légal a démontré qu'il n'était pas possible de déterminer qu'une blessure était ou non une mutilation volontaire. Donc à partir de ce moment-là, tout cela aurait dû être réhabilité, cela n'a pas été encore le cas. Alors, beaucoup disent qu'il faut réhabiliter au cas par cas, réouvrir les dossiers et trancher individuellement. Force est de constater que cela n'est pas possible. Les travaux des historiens sont bien avancés maintenant aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui 639 noms dont ont été exclus tous ceux qui ont été condamnés pour des crimes de droit commun, tous ceux qui ont été condamnés
pour des crimes d'espionnage. Ne restent que ceux qui ont été condamnés pour des crimes et des infractions militaires. Et dans ces cas-là, il y a 20% des dossiers qui sont manquants, d'autres qui sont vides. Et donc, les historiens qui, et nous en avons auditionné, nous disaient « à l'origine, moi j'étais pour une réhabilitation au cas par cas, prendre chaque dossier, les étudier, etc. » Eh bien, cet historien l'a fait et il en a conclu que cela était impossible et qu'il fallait une réhabilitation collective, juridique, sociale et politique. Plus de 100 ans après, il est temps, je conclus, Monsieur le Président, plus de 100 ans après, il faut refermer les blessures mémorielles. De nombreuses associations continuent de mener ce combat, comme la Fédération nationale de la libre pensée, et des familles qui nous ont écrit pour nous dire qu'il était nécessaire d'agir, des familles qui ont vécu l'opprobre, des familles qui se sont vues facturer le prix des balles, le prix des poteaux qui ont servi à fusiller ces soldats. La France aujourd'hui se grandirait en reconnaissant ce déni de justice. C'est l'aboutissement de la reconnaissance mémorielle débutée par Lionel Jospin à Craonne, continuée par Nicolas Sarkozy et dans la lignée de nos prédécesseurs de 1916, 1922 et 1923. Réhabilitons les fusillés pour l'exemple à l'unanimité de notre Chambre. Et concernant l'amendement, j'émettrai un avis de sagesse. Je vous remercie. Monsieur le ministre, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, sur l'amendement que vous avez soutenu et qui vise à porter ce souci de faire de l'histoire des fusillés pour l'exemple pendant la Grande Guerre, de les conserver pleinement dans notre mémoire nationale. Cet objectif est évidemment légitime et il est partagé. Cependant, cet amendement ne permettra pas de réaliser le but que vous poursuivez. En premier lieu, la loi ne rétablit pas l'honneur des hommes. C'est un travail qui doit se faire par une démarche collective d'histoire, de mémoire, pour comprendre qui furent les fusillés pour l'exemple, pour comprendre l'histoire et les enjeux de la Grande Guerre, une démarche qui a déjà été initiée, ça a été dit par le rapporteur à l'instant, au travers du cycle mémoriel du centenaire. La compréhension de ce conflit essentiel à l'histoire de notre pays comme du monde entier a progressé et cela doit continuer. Le ministère des Armées s'est engagé depuis longtemps dans une démarche d'histoire et de transparence sur la question des fusillés. Ainsi, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l'ensemble des 1009 dossiers de tous les fusillés, pas uniquement ceux pour l'exemple, bien de tous les fusillés, ont été mis à disposition des citoyens sur le site du ministère des Armées, Mémoire des hommes. Dans le cadre de cette politique d'histoire et de transparence qui est parfaitement assumée par le ministère des Armées, un rapport avait été commandé en 2014 à un groupe d'historiens sous l'autorité du professeur Antoine Prost. Ce rapport a rappelé d'abord le nombre de fusillés pour des délits de guerre, mais aussi de droit commun et d'espionnage. Il fait notamment état de 640 fusillés pour désobéissance militaire, mais il ne faut pas sous-estimer la complexité et la diversité de ce groupe-là, quand bien même il est absolument nécessaire de rappeler les conditions parfois expéditives de la justice militaire d'alors, qui a tout de même évolué tout au long du conflit, ce que les historiens ont là aussi pu montrer. Par ailleurs, l'inscription obligatoire sur les monuments aux morts n'est possible que pour les soldats ayant obtenu la mention « Mort pour la France », dont l'attribution est encadrée dans le Code des pensions militaires et qui est attribuée individuellement, après examen des dossiers, par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Pour toutes ces raisons, Madame la députée, vous l'avez compris, même si nous partageons l'esprit de l'amendement qui est le vôtre, nous sommes défavorables à l'amendement que vous nous proposez. Je vous remercie. Monsieur Di, mais je vois que le sujet évidemment intéresse. Donc, Merci, Monsieur le Président. Monsieur Très rapidement, je voudrais donner ma position personnelle, qui n'est pas celle de mon groupe, mais ma position personnelle. Personnellement, je voterai pour ce texte, Monsieur le rapporteur. Je viens d'un département, je représente un département qui est le département qui a été le plus détruit de France en 1900, au cours du premier conflit mondial, que ce soit de la bataille de Guise en 14 jusqu'à la contre-offensive de la Hindenburg en 18. C'est un département qui a beaucoup souffert, où beaucoup de nos compatriotes ont été massacrés. Un département où nous avons ça dans nos gènes, finalement, de grands-parents en parents à petits-enfants. Nous transmettons cette histoire. Et c'est un sujet qui nous a toujours beaucoup ému dans nos familles, dans nos chairs. Et c'est sans scrupule que je soutiendrai et je soutiens votre proposition de loi, monsieur le rapporteur. je vous remercie. Monsieur Corbière. Oui, abonder en insistant sur une idée peut-être pour les collègues qui connaissent un peu moins ce débat. Pendant longtemps, le collègue Lachaud l'a dit, il avait 740 fusillés pour l'exemple. Et souvent, quand nous demandions
avec beaucoup d'associations, la réhabilitation, on disait, mais il y a parmi eux aussi des gens qui avaient commis des faits de droit commun, des espions, des traîtres, etc. Aujourd'hui, grâce au service historique de nos armées, sous l'impulsion de M. Kader Arif lorsqu'il était en responsabilité, les services historiques de l'armée ont permis d'établir qu'il y a 639 fusillés, pour l'exemple, qui n'étaient ni traîtres, ni responsables d'actes de droit commun. Et il est temps de les réhabiliter. De plus, ce que nous disent les services historiques de l'armée, c'est qu'il y a à peu près 20 à 25% des archives qui ont disparu. Bref, collègues, ce pourquoi je veux plaider, ceux qui nous disent qu'il faut les réhabiliter au cas par cas, en vérité, nous disent que plus jamais nous ne les réhabiliterons. La seule possibilité qui existe, au vu des éléments que nous donnent les services historiques, les historiens, nos armées, nous avons tous les éléments, le tri a été fait, la réhabilitation collective est la seule chose digne, plus de 100 ans plus tard, pour dire que nous, la France et la République est grande et nos armées sont grandes quand elles savent reconnaître des choses qui ne sont pas dignes de la conception que nous avons de nos armées. C'est l'occasion aussi pour les familles qui le demandent encore, éventuellement de les soulager et de pouvoir, à l'occasion d'un monument aux morts, rajouter le nom d'un aïeul aux côtés de ceux qui sont tombés pour la France. Collègues, si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous refermons définitivement une page historique. Plus jamais cette discussion n'aura lieu et ces 639 personnes disparaîtront dans l'oubli alors qu'ils sont morts au champ d'honneur aussi. Ils ont donné leur sang également pour la patrie. Ne les oublions pas. Merci. Madame Baudouin-Hubière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, nous avons déjà eu cet échange lors de la commission. Et vous le savez, dans cette enceinte du verbe, les mots ont un sens. Et si nous sommes, le groupe La République En Marche, très favorable à la reconnaissance mémorielle collective, et elle a été faite, et vous l'avez rappelé largement, par des présidents de la République, par un Premier ministre, elle est faite sur le site Mémoire des Hommes, elle est faite au musée de l'armée. S'il est indiscutable que ce qui s'est joué essentiellement d'ailleurs en 1914 et en 1915 dans les cours martiales n'était que parodie de justice, nous savons aussi que certains fusillés étaient des multirécidivistes de la désertion. Pouvons-nous admettre, ainsi que le souligne le rapport Pro, que vous avez si souvent cité, qu'il serait possible, par une réhabilitation générale, de déclarer un mutin innocent et que la défense nationale n'était pas une obligation pour les citoyens. Et enfin, et pour conclure, je le redis avec force ici, si le législateur peut parfois voter des lois mémorielles visant à reconnaître une injustice qui aurait été commise par l'État ou par le gouvernement à une époque donnée, il ne lui revient nullement de se substituer aux historiens en imposant une grille de lecture politisée et empreinte des idées modernes sur des événements qui ont eu lieu, pour l'espèce, il y a plus de 100 ans. Et c'est pourquoi le groupe La République En Marche votera contre votre proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur Dufrègne. Monsieur Dufrègne, je vous demandais des interventions courtes. Oui, Monsieur le Président, moi je serai bref. Je voulais simplement rappeler que notre groupe, en 2016, avait déposé une proposition de loi demandant la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, qui avait été discutée lors d'une niche parlementaire, et que personnellement, j'ai également déposé une PPL en 2017 allant dans le même sens. Et tout le monde pensait que lorsque l'anniversaire ou la commémoration du centenaire serait passé, que tout ça, finalement, serait oublié. Non. On voit bien que cette question d'honneur pour la réhabilitation de ces 639 fusillés, pour l'exemple, est encore une vraie blessure que nous devons aujourd'hui laver. Et je pense que notre Assemblée s'honorerait d'aller dans le sens qui nous est proposé par nos collègues de la France Insoumise et de voter ce soir à une large majorité la réhabilitation de ces 639 fusillés pour l'exemple. Et je conclurai en ayant une pensée pour l'ensemble de mes amis, de mes collègues, de mes amis de l'association Les Amis de Pierre Brison dans le département de l'Allier, qui depuis des années et des années travaillent pour que ces hommes soient
réhabiliter. Donc j'espère que ce sera chose faite ce soir. Alors, on va passer à Monsieur Gosselin. Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole, que je prends ce soir avec une vraie émotion. Vous citez, Monsieur le rapporteur, dans votre rapport, les fusillés de soins. Ces fusillés de soins, Maupas, Le Foulon, Girard, Le Chat, ont été fusillés le 17 mars 1915. J'ai l'honneur, le grand plaisir d'être le descendant, le petit-fils d'un officier de réserve, fils d'une institutrice de la République, qui les a défendus à la lueur d'une bougie dans une salle de classe. Ils ont été fusillés au petit matin. Lui qui était catholique, pratiquant, il a permis, par son témoignage, leur réhabilitation en 1934. Et je peux vous assurer que sur tous ces bancs, ici, dans cet hémicycle, dans les années 20, il y avait une union sacrée de celui qui croit au ciel, de celui qui ne croit pas au ciel, de la droite, de la gauche, des conservateurs comme des progressistes, pour réhabiliter non pas la mémoire de déserteurs, non pas la mémoire de gens qui ont espionné, qui ont fui leurs responsabilités, mais dans le cas présent de Théophile Maupas et des 3 autres caporaux qui ont été tirés au sort, exécutés, il n'y a pas d'autre terme, après une justice implacable, la rigueur d'un code militaire qui était déjà dépassé et qui a été modifié par la suite. Alors oui, aujourd'hui, je ne pensais pas avoir cette émotion ce soir, je vous le dis sincèrement, mais ça ravive beaucoup de choses. Je pense, peut-être, il nous écoute ce soir, un des descendants de Maupas que je connais, qui nous connaissons depuis des années, et qui a encore, et je m'arrêterai là, chevillé au corps, au cœur, la douleur de sa grand-mère, qui était elle aussi institutrice au Cheffren dans la Manche, et qui a eu la honte, parce que son mari avait été considéré comme un déserteur, un mauvais patriote, et dont le nom n'était pas sur le monument aux morts, et dont les enfants étaient des parias dans la cour de l'école. Alors, un peu de cohérence, peut-être d'unité. J'entends bien qu'il y a peut-être quelques petites difficultés pour quelques-uns, mais que ces quelques-uns qui ont failli, et qui ont failli devant la France et la République, eh bien, n'entachent pas l'honneur de ceux qui, oui, sont bien morts pour la France. Madame Santiago. Oui, très rapidement, puisqu'on est en procédure simplifiée, mais comme tout le monde s'exprime, du coup, je vais le faire aussi pour mon groupe. Donc, mon groupe, bien évidemment, comme on a pu l'exposer en commission de la Défense, on votera pour, on soutient et bien évidemment ce texte. Par ailleurs, on a pu le rappeler en commission de la Défense, ces 639 fusillés pour l'exemple. Il faut se rappeler que c'était des jeunes gens qui sont... des jeunes gens de 18, de 20 ans qui sont dans le froid, dans la boue, qui sont devant l'horreur et qui montrent du coup, et Lionel Jospin l'avait très bien décrit, les difficultés devant lesquelles ils ont été pétris de situations tout à fait terribles et inhumaines. Donc, ces fusillés, plus de 100 ans plus tard, je crois que c'est l'honneur, en tout cas, de poser ce débat, et surtout, c'est l'honneur, mais j'entends que certains ne le voteront pas, ça aurait été l'honneur de notre Assemblée, plus de 100 ans plus tard, de nous réunir pour avoir sur le fronton de nos mairies, au monument aux morts, le nom de ces personnes qui ont des descendants. Et je suis très émue par votre intervention, chers collègues, parce que je crois qu'il était important, en tout cas, le groupe socialiste votera pour, et c'est un honneur de voter pour. Monsieur Aquavive, et nous passons au vote. Merci, Monsieur le Président. Moi, je serai court. Je crois que, à travers les propos de Philippe Gosselin et les autres, on voit bien l'extrême émotion qui ressort de ce qui a pu se passer lors d'un conflit qui, d'une part, était une boucherie, comme chacun sait, d'autre part, a mis en exergue des différences de traitement, y compris dans la mobilisation,
Il ne s'agit pas de faire offense à d'autres territoires, mais je viens d'un territoire et d'un village, par exemple, où j'étais maire, où il y a 84 noms sur le monument aux morts pour une population à l'époque qui faisait 600 habitants. On mobilisait jusqu'au père de 4 enfants. Et évidemment, dans notre territoire comme dans d'autres endroits, à l'instar des propos de Philippe Gosselin, on a vécu des situations d'injustice liées à ce qu'on appelle les fusillés pour l'exemple. Il y a un excellent documentaire issu de chez nous où on parle d'une histoire vraie d'un jeune qui a été fusillé parce que, victime d'acouphènes, il ne comprenait pas les ordres du commandement et parce qu'il ne parlait pas français. Et il a été fusillé. Donc, comme d'autres, beaucoup d'autres. Donc, ce n'est pas au nom de quelques-uns que l'Assemblée nationale doit se défausser de sa responsabilité morale et historique par rapport à ce qui a été, de manière flagrante, une injustice, par rapport à ce qui a été une notion d'exécution sommaire qui n'est pas justifiable, pas plus hier, pendant la guerre de 14, d'ailleurs, les débats de 1916 viennent le rappeler, pour qu'il y ait un consensus entre conservateurs et socialistes, c'est que l'extrême émotion a dû se développer à ce moment-là, qu'aujourd'hui, au XXIe siècle et en 2022. Je crois qu'il est de notre devoir moral, à tous, de faire fi d'un certain nombre de choix partisans pour voter cette proposition. Je vous remercie.